La mécanique quantique est une combinaison de notions de principes et de théories mathématiques et physiques permettant de décrire un univers aux dimensions infinitésimales. Cet univers, appelé univers quantique ou monde quantique, inclut les échelles atomiques et subatomiques, soit les échelles inférieures à 10 puissance moins 10 mètres. Elle fut théorisée de façon concrète fin 19e siècle. Plusieurs physiciens connus sont considérés comme les précurseurs de la mécanique quantique, à l'affiche Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr ou encore Erwin Schrödinger ou Werner Heisenberg. Ils sont tous des physiciens ayant l'intérêt commun de théoriser une échelle infiniment petite dans le but d'expliquer des phénomènes complexes qui ne peuvent être expliqués par les éléments de la physique de l'époque. La mécanique quantique est un domaine qui demande sans cesse de repousser les limites mathématiques et physiques ainsi que leurs applications. La mécanique quantique a trouvé toute son utilité lorsque les physiciens cherchaient à expliquer l'évolution des ondes électromagnétiques au cours du temps, qui, en 1890, contredisent systématiquement les applications mathématiques et physiques préexistantes. Il est alors du ressort de la physique et des mathématiques d'élaborer de nouveaux principes. Max Planck décide en 1900 de considérer l'énergie non plus comme un phénomène, mais comme un ensemble de paquets et quanta. Hasard du génie, Max Planck s'aperçoit qu'utiliser les quanta pour résoudre certaines équations mathématiques permet de créer une correspondance entre le décalage qu'il pouvait y avoir entre les principes physiques de l'époque et ses observations. En 1905, Albert Einstein utilise les quanta pour expliquer les ondes photoélectriques. Ce sont les débuts de la mécanique quantique qui se confirmeront avec le premier congrès de physique moderne, le congrès Solvay, en 1911. La mécanique quantique décrit les comportements des particules, tandis que la physique des particules décrit les caractéristiques des particules. Pour cette première partie, nous nous consacrerons donc à la physique des particules élémentaires. Le modèle standard est, en physique des particules, la classification des éléments élémentaires les plus petits de notre univers. Indivisibles, ces éléments forment la base de tout ce qui nous entoure. Le modèle standard est donc une base de la physique des particules, puisqu'il regroupe les caractéristiques de chaque particule, notamment leur masse, leur charge électrique ou leur spin respectifs. Le modèle standard regroupe ainsi 25 particules abrégées en 18, regroupées en deux grandes catégories, les fermions et les bosons. L'univers est composé de très peu de matière, seulement 5%. Les particules qui composent la matière sont appelées fermions. Elle est composée de tout ce qui possède une masse, comme les planètes, les êtres vivants, une voiture ou encore une pomme. Les fermions sont divisés en deux catégories, les quarks et les leptons, qui sont à leur tour composés de 3 générations, chaque génération étant formée d'un couple de quarks et d'un couple de leptons. Les générations décrivent leur masse plus ou moins importante des particules. La première génération inclut les particules les plus légères et la troisième génération inclut les particules les plus lourdes. Pour la première génération, on a donc le couple de quark up et quark down, et le couple de lepton-électron et neutrino-électronique. Pour la deuxième génération, on a le couple de quark charm et quark strange, et de lepton-muon et neutrino-muonique. Et pour la troisième génération, on a le couple de quark up et quark bottom, et le couple de lepton-tau et neutrino-tauique. La deuxième catégorie regroupe les bosons qui sont les messagers lors d'interactions entre plusieurs particules de matière. 4 des 5 bosons sont appelés bosons de jauge et définissent chacun une force de l'univers. Les gluons sont associés à l'interaction forte, comme pour maintenir les quarks formant un hadron. Il en existe 9 types, tous ayant globalement les mêmes objectifs. Le photon est associé lui à la force électromagnétique. Le boson Z0 et W plus W- sont associés à l'interaction faible, comme la radioactivité des particules. Il existe un dernier élément dans le modèle standard, c'est le boson de Higgs. Le boson de Higgs caractérise le champ de Higgs qui offre une masse aux fermions qui la traversent. Nous ne l'aborderons pas aujourd'hui de façon concrète, mais chaque particule chargée électriquement possède un jumeau de charge électrique opposée. Ce sont les antiparticules formant l'antimatière.
À savoir que les gluons, les photons, les bosons Z0 et le boson de Higgs, ne possédant pas de charge électrique, ils sont donc leurs propres antiparticules. Il existe d'autres particules qui permettent d'expliquer certains phénomènes. C'est le cas par exemple des gravitons qui pourraient permettre de comprendre le phénomène de gravité, très important dans notre univers. Malheureusement, aucune théorie peut appuyer l'inclusion des gravitons dans le modèle standard, mais son inclusion pourrait répondre à l'une des plus grandes théories de notre époque et ouvrir une porte dans la grande théorie d'unification. C'est ainsi que le modèle standard permet de classifier les particules selon leurs différentes particularités, comme la masse, la charge électrique et le spin. Parmi le modèle standard, certaines particules sont très intéressantes avec des propriétés fondamentales pour notre univers. Les quarks sont ainsi des particules complexes à la base des hadrons, les particules composites, structure mère de notre univers. Il existe 6 types de quarks, up, down, chime, strange, top et bottom, répartis en 3 générations, allant des plus légers pour la première génération aux plus lourds pour la 3e génération. Dans le cas des quarks, les charges sont fractionnées. Très vite, de nouvelles utilités, mais surtout de nouvelles propriétés en ressortent. Les quarks up, chime et top sont de charges positives de 2/3, et les quarks down, strange et bottom sont de charges négatives de -1/3. Ce qui, en additionnant la charge des 6 quarks, donne une charge positive de 1. Les antiparticules, anti-up, anti-chime et anti-top, sont de charge -2/3, et les anti-down, anti-strange et anti-bottom sont de charge 1/3. Du fait que les quarks ont des charges électriques fractionnées, ils doivent se regrouper par interaction forte pour former une charge complète. Ce sont les particules composites. Dans le cas d'un couple de 2 quarks, quark-antiquark, la charge totale sera neutre. C'est un méson, provenant du grec méson signifiant milieu, la juste mesure. Les mésons sont actuellement considérés comme des particules virtuelles, c'est-à-dire ayant une très courte durée de vie due à leur masse très légère. Dans d'autres cas, les quarks forment un couple de 3 quarks, formant un baryon ou un antibaryon dans le cas de 3 antiquarks. Le neutron ou encore les protons sont des exemples de particules baryoniques. Le proton, 2 quarks up et 1 quark down, a une charge électrique totale de 1, tandis que le neutron, composé de 2 quarks down et 1 quark up, a une charge électrique totale de 0. Il est maintenant plus simple de comprendre pourquoi un proton est de charge positive, tandis qu'un neutron est de charge neutre. Mais seuls les quarks ont une charge fractionnée, mais pour persister dans le temps, ils doivent former une charge électrique entière de -1, 0 ou 1. À savoir qu'il pourrait exister des hadrons plus exotiques comme le cas de 4 quarks et un antiquark, ce sont les pentaquarks. C'est en 2003 que le Jefferson Lab en Virginie a mis en évidence la possible existence des pentaquarks par la fission du deutérium en le bombardant de rayons gamma. Le deutérium, composé de neutrons, de protons, s'est transformé en hadron et en méson, donnant lieu à un pentaquark θ+, de composition up-down, anti-strange, mais aussi un proton et un méson K- de composition anti-up strange. Le pentaquark s'est par la suite transformé en un neutron et un méson K+, de composition up anti-strange. Depuis 2003, seuls 3 pentaquarks ont pu être observés, comme le Xi- ou encore le θc de composition up-down, anti-strange. L'exemple de la fission du deutérium est un exemple qui permet de démontrer le fait qu'un quark se couple toujours avec d'autres quarks pour former une charge électrique complète. La chromodynamique et le principe de confinement des quarks décrivent ce phénomène et donnent une explication physique à ce principe qui est fondamental. La chromodynamique permet de comprendre l'interaction qui maintient ensemble les quarks d'un même hadron dû au gluon, relié à l'interaction forte, une des 4 forces fondamentales de notre univers. La chromodynamique quantique s'avère être devenue fondamentale dans la mécanique quantique
et la propriété des charges de couleur permet de conceptualiser sa compréhension, mais aussi celle de la coexistence des hadrons. La charge de couleur est une propriété qui met en jeu des couleurs attribuées de façon arbitraire aux particules. À noter que le concept de couleur n'est qu'une analogie et n'a rien à voir avec la notion de couleur que l'on connaît. Ainsi, il existe 3 couleurs, le rouge, le bleu et le vert. Chaque quark possédant ainsi une charge de couleur, soit rouge, soit bleu, soit vert. Les antiquarks possèdent des couleurs opposées, anti-rouge, anti-bleu et anti-vert. Dans une particule composite, les charges de couleur s'additionnent, donnant lieu à de nouvelles couleurs. Les quarks d'une particule composite seraient donc maintenus ensemble par l'interaction forte. L'interaction forte a connu une grande découverte avec l'attestation de l'existence du gluon en 1969. Le gluon serait donc à l'origine de l'interaction forte entre les quarks d'un même hadron. En chromodynamique quantique, le gluon porte une couleur et une anticouleur parmi les 6 qu'il choisit selon les variables de l'interaction. L'interaction forte par chromodynamique consiste simplement en un échange spontané et aléatoire de gluons entre les quarks d'une même particule composite. Cet échange de gluons est donc de façon analogue un échange de couleurs spontané et aléatoire entre les quarks. Prenons un exemple. Nous donnons aléatoirement la couleur rouge à un quark. Ce quark peut changer de couleur à tout moment dû à de complexes phénomènes quantiques. Le quark de couleur rouge change subitement de couleur. Il prend la couleur bleue. Lors de ce changement de couleur, la particule émettra une nouvelle particule, un gluon. Le gluon prendra alors la couleur rouge qu'a perdu le quark, ainsi que l'anti-bleu pour garder une charge de couleur neutre. Le gluon libéré s'assemblera plus tard avec un autre quark de couleur bleue. Le bleu s'annulera avec l'anti-bleu et le quark prendra la couleur rouge. De façon plus globale, les quarks peuvent s'échanger leur couleur et ce de façon aléatoire. Cet échange de gluons crée une force entre les quarks qui crée une forte attirance les uns vers l'autre. Si bien que lorsque l'on essaye d'en retirer un d'une particule composite par exemple, une propriété élastomère en ressortira. Et comme un élastique, plus la distance entre les quarks est grande, plus la force est grande. C'est le principe de confinement des quarks. Cette force d'interaction différentielle selon la distance entre les quarks d'un même hadron est ce qu'on appelle la liberté asymptotique. Il est bien évidemment possible de retirer un quark à un baryon par exemple. Pour séparer un quark d'un baryon, il faut lui fournir une certaine énergie, mais sachant que la force qui lie les quarks s'accroît avec la distance, il faudra donc lui fournir de plus en plus d'énergie. L'énergie fournie lors de la libération de ce quark créera un quark qui se couplera avec le baryon cassé et l'antiquark se couplera avec le quark retiré du baryon. Il y a donc eu lieu à la création d'un méson en plus du baryon préexistant. Pour les connaisseurs du domaine, voilà l'explication de pourquoi il est question de jet hadronique et non de jet de quark lors de la collision dans les collisionneurs de particules. Pour conclure, la chromodynamique de l'interaction forte et le principe de confinement des quarks sont l'explication physique de pourquoi un quark ne peut jamais se retrouver seul dans l'univers. Plusieurs quarks formant un hadron, plusieurs hadrons formant un atome.